Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour parler sport sur Canal Algérie pour ce 26e numéro de la saison de 52 minutes chrono. Aujourd'hui au sommaire il y aura du handball avec ce bouleversement qui se joue au niveau du haut du tableau. Barraqi Ain Touta, le GSP qui recolle au leader Borj Bouaïdj et relance la course au titre de champion d'Algérie. Chez les dames, les pétrolières dominent la compétition et les ailes biarroises guettent juste derrière en attendant leur confrontation. Tombée de rideau sur le rallye Touareg, 7 étapes de pur bonheur que nous fera vivre bien évidemment notre envoyé spécial Dounia Hadjab. Le GSP domine la Coupe d'Algérie de natation devant l'USM Alger et l'ASP TT d'Alger. Et puis dernier réglage pour notre sélection nationale de cross-country en prévision à J-5 des mondiaux du Danemark. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir hautement partagé et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Seconde Chrono. Aujourd'hui, vous serez comme un poisson dans l'eau puisque vous allez parler de handball et vous allez nous présenter notre honorable invité, l'homme aux 5 titres africains. Alors lui il a été mon coéquipier, il a été mon entraîneur, Mon adversaire. Il a été mon adversaire. Il a été. Et donc, je pense que dès que vous avez parlé des 5 coupes, tout le monde a su qui c'était. Donc, il s'agit bien sûr. Et puis, on a 2 prénoms. Mohamed Nordin Hani, Mohamed Aziz Darwaz. Alors, monsieur Aziz Darwaz, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Bonsoir. Merci. C'est également un réel plaisir pour moi d'être sur le plateau de Canal Algérie et parmi vous. Et je salue tous les téléspectateurs que j'espère intéressés par tout ce qui va se dire ici. Et surtout par votre présence, puisqu'il faut le rappeler pour vous, que vous êtes toujours à la page et que vous suiviez un petit peu tout ce qui se passe au niveau des championnats nationaux, que ce soit chez les dames ou bien les hommes. Votre regard, vous étiez ministre, vous étiez entraîneur national, vous avez décroché 5 titres africains avec l'équipe algérienne, vous étiez avec le Mouldia également, vous avez un riche palmarès au niveau du handball algérien, tout le monde le reconnaît. Quel est votre regard en 2019 sur le handball algérien ? Pour commencer, d'abord avec votre indulgence, un petit rectificatif. Oui. Il faut ajouter quand même au palmarès du handball algérien la médaille d'or des Jeux méditerranéens de 87. Et face à qui? Et face à la France en finale, voilà. Et donc, je suis obligé de faire souvent ce rappel parce que c'est vrai que on parle de 5 titres champion d'Afrique des Nations. En tant qu'exploit lui-même, puisque au-delà du nombre, c'était consécutivement. Donc bien sûr, c'est ce qui frappe l'imagination. Mais la médaille d'or des Jeux méditerranéens, c'est 3 continents quand même qui sont regroupés lors de cet événement. Et c'est bien entendu... Et Monsieur Delors, vous avez raison de me corriger parce qu'il est révélateur à plus d'un titre. Ce titre méditerranéen, c'était face à l'équipe de France. Et juste pour faire le parallèle, et pour que les téléspectateurs fassent le parallèle, aujourd'hui, la France, où est-ce qu'elle est, et l'Algérie, où est-ce qu'elle est? Exactement. La France a cumulé ensuite les titres de champion du monde et les médailles d'or aux Jeux Olympiques, on fait les médailles de différents métals, et domine une grande partie du handball mondial, y compris sur plusieurs catégories, puisqu'ils ont gagné le championnat du monde en U21, en U19, en U17, et donc c'est fantastique, et même chez les dames. Voilà. Un seul secret pour la réussite? Le travail, et puis surtout, une stratégie. Voilà. Et puisqu'on va parler du handball algérien, et on ne peut pas dire que le travail manque, parce qu'il y a quand même des clubs qui travaillent, il faut leur rendre hommage. Par contre, il manque une stratégie, puisque la stratégie est définie normalement par une fédération, et elle est absente depuis longtemps, cette stratégie. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de TTN, vous êtes bien placé pour en parler, et c'est pour cela que nous vous avons invité aujourd'hui, et c'est surtout pour vivre avec nous cette fin de saison Nordin Hani surprenante, et surtout, on avait annoncé Ain Touta au départ, Borj Bouaïdj qui prend le relais, et là tout se chamboule au niveau du haut du classement avec la victoire de Barraqi, Ain Touta, mais également le GSP qui a l'intention de conserver son titre. Écoutez, ces dernières années, il y a un nivellement au niveau des équipes, puisque certaines équipes avec un peu de moyens, réussissent à acheter des joueurs, parce qu'il faut le rappeler que c'est des joueurs qu'on achète. On ne fait plus dans la formation, donc on achète des joueurs et on monte une grande équipe qui va durer combien
je ne sais pas, tant qu'il aura de l'argent, mais ça a élevé un petit peu le niveau. Et c'est pour ça qu'on dit dommage qu'il n'y ait pas d'équipe nationale, parce qu'avec un championnat pareil, on aurait pu avoir une bonne équipe nationale. J'ai vu des jeunes, vous allez les voir à Braqi, des jeunes de 19 ans, de 21 ans, qui ont remplacé Hadj Sadouk. On pensait que le match allait basculer, et ils sont rentrés à 19 ans, 21 ans, c'est eux qui ont gagné le match. Donc c'est dommage tout ça. Le championnat donc, qui est un petit peu donc maintenant dans l'indécision, puisque après la défaite de Borj Baririj, qui était à 4 points, les 3 équipes qui sont derrière se retrouvent à 2 points, avec un léger avantage au GSP, qui revient en force. Le GSP qui doit aller à Borj, jouer contre un adversaire direct, et recevoir en dernier match, ici à Borj Kifan, Ouergla. Alors qu'Ain Touta, elle, aura à affronter Borj Baririj en dernier match. Ain Touta qui va passer peut-être à côté d'une saison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 entraîneurs en une saison. 3 entraîneurs. Arrouj n'avait perdu aucun match, on l'a enlevé. Mohamed Serre est arrivé, on l'a enlevé. Et maintenant, c'est Hassani qui a été enlevé. Donc il se retrouve sans entraîneur. Donc un seul objectif pour 3 stratégies de jeu. 3 entraîneurs, c'est 3 stratégies. Mais bien sûr. Donc c'est tout ça. Donc, et Braqi, doucement mais sûrement, est en train de monter une grande équipe. Parce que Braqi, au début, elle aussi a misé pour acheter des joueurs. Ils ont ramené le joueur de Ouergla qui est reparti parce qu'il n'a pas été payé. Mais alors qu'ils ont un réservoir et maintenant ils sont en train de le découvrir. Et c'est ces jeunes-là qui ont réussi, vous allez le voir sur les images, qui ont réussi à hausser Braqi au niveau des grands. Avant de voir les images, Nordine Hanni, merci pour votre appréciation. On voudrait avoir l'avis de M. Aziz Delouez sur cette fin de saison. On a parlé de Ain Touta, on a parlé de l'équipe de Borj Baririj. Et là, il y a Braqi qui revient et le GSP également, alors que les saisons dernières, on avait annoncé la victoire bien avant la fin de saison. On ne peut pas dire toutes les saisons dernières, puisqu'il y a quand même eu quelques saisons un titre et une Coupe d'Algérie, je crois récemment, à la fois un titre de champion et une Coupe d'Algérie qui ont échappé au GSP. Donc cette reconfiguration de la hiérarchie, elle se dessine depuis pas mal de temps, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que le GSP on ne peut pas dire régresse totalement, mais il manque au GSP probablement cet enthousiasme. C'est une routine s'est installée. Voilà, c'est un peu la routine, et ça, c'est toujours, ça fait baisser d'un cran ou de plusieurs, donc la dynamique du groupe et les capacités du groupe. À côté de ça, il y a justement, par opposition, cet enthousiasme naissant au niveau de Braqi, comme l'a bien présenté Nordine Hanni ici. Et si on peut parler d'une différence entre les 4 équipes, c'est bien cet enthousiasme naissant au niveau de Braqi. Naissant ou renaissant. Il a existé aussi à Ain Touta, mais Ain Touta est rentré dans une logique entre guillemets, avec tout mon respect pour chacun de la composante humaine de cette équipe, vedettariat. Ce qui a été à un moment le cas de Braqi, et qui, par la force des choses et du manque de moyens, a permis de renaître et donc d'aller puiser dans les ressources du potentiel humain jeune cet enthousiasme. À Borj, c'est carrément une politique professionnelle, entre guillemets, puisqu'on est obligé, quand on parle de sport collectif autre de football, de mettre des guillemets à professionnel. Parce que le statut ne l'est pas, et les moyens ne le sont pas, l'organisation ne l'est pas. Donc, il est important de relever le fait qu'il y ait un bouleversement dans la hiérarchie qui, aujourd'hui, nous donne une compétition, Nordine l'a dit, dont le niveau s'est relevé. Oui. Pas encore pour atteindre les standards
dont nous avons besoin Pour l'équipe nationale. Pour une équipe nationale ou pour aller rivaliser avec les Tunisiens et les Égyptiens pour les compétitions africaines ou arabes. Mais en tout cas, c'est bien pour cette compétition intérieure aux équipes nationales dont nous avons besoin et qui aurait pu effectivement, qui aurait dû nous donner une équipe nationale forte. Mais comme elle n'existe pas, ou elle existe vraiment épisodiquement, ça n'est pas le cas. Donc moi, j'apprécie beaucoup le nivellement des valeurs. La rivalité. Grâce à la rivalité entre les équipes qui évoluent dans ce championnat d'excellence. On l'a même retrouvé un peu plus bas. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire un vrai championnat d'excellence, et pourquoi pas professionnel, à 8 équipes pour le handball algérien. Pourvu qu'il y ait le statut professionnel qui permet à l'évolution des choses au niveau du handball. Il faut franchir cette étape. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain vide, même juridique, qui s'est installé et qu'on a besoin d'effacer en créant ce qu'il manque et qui est inévitable. Une réforme s'impose selon vous ? Voilà, absolument. Soit on le fait, soit on continue à rester à la traîne. Très bien. Alors, vous avez vu le match entre Barqa et Borj? Non, je n'ai pas eu ce plaisir, mais j'en ai eu les commentaires qui me permettent de pouvoir dire que je l'ai quasiment vécu. Voilà, pour ajouter un petit peu surtout d'éléments d'information aux informations que vous avez eues, oui, M. Delouet. Juste pour dire que c'est simplement parce que je marche tous les vendredis et donc à l'heure où se déroulent les matchs, malheureusement, que la compétition est continuée à ce rythme. Nordine Hanni est parti donc voir de belles choses à Barqi entre cette équipe de Barqi et le CR Borj Bouaïj, victoire du CRB Barqi, alors que Borj Bouaïj devait gagner ce jour-là pour maintenir son avance qui était de 4 points. Nordine Hanni. Retour sur ce match et on se retrouve juste après pour en débattre. La rencontre Barqi-Borj Bouaïj était primordiale pour les deux formations. Maintenir l'avance des 4 points pour les Bordiens, revenir dans la course pour Barqi. Un match à haute tension. Le début de match fut à l'avantage des deux défenses, avec pas beaucoup de buts des deux côtés. Mais au fil du temps, super motivés, les poulains de Karim Bechkour allaient prendre un ascendant et creuser petit à petit l'écart pour terminer fort la première mi-temps. En seconde période, même scénario, Barqi tenait à cette victoire et ne voulait rien lâcher malgré le retour des Bordiens. Et puis vint l'expulsion du meilleur joueur des banlieusards, Hadj Sadok, pour 3 fois 2 minutes. Le match alors bascule. Les Bordiens y croient et reviennent au score et même à avoir des occasions nettes de remporter ce match. Mais c'était sans compter sur la jeune garde de Barqi, à l'image de Ma'ammar Chaouch et Fodil Abdelmalek, des moins de 21 ans qui réussiront à gérer la fin de match pour offrir la victoire à Barqi. Une victoire qui les ramène à 2 points de leur adversaire du jour, mais qui fait également le bonheur du JSP et de Ain Touta. À 2 journées de la fin, 3 équipes collent au leader et bien malin qui pourra donner le nom du futur champion. Seul point négatif dans cette rencontre, les innombrables contestations et parfois même menaces envers la paire d'arbitres Ahwadi et Farsi qui, il faut le reconnaître, ont été complètement dépassés par l'enjeu du match. Ammar Chaouch Abdelrahman, 19 ans. C'était très serré aujourd'hui. Bien sûr, très serré aujourd'hui. On a préparé toute la semaine, toute la semaine on prépare avec le coach Karim Bechkour. On attendait à cette الصعوبة هذه في الماتش. سنافة هذه الصعوبة في الماتش. أنا بريبارينا قاسمانا وإحنا ما كناش نلعبوا على البطولة. دوك ربحنا الحمد لله. دوك نشوفوا نقدروا نلعبوا على البطولة ولا لا. إن شاء الله نلعبوا على لاكوب البطولة إن شاء الله. Ça vous fait quoi 19 ans de jouer dans une équipe senior? حاجة مليحة وحاجة تشرفنا بيان سير. عطاونا إن شاء الله شونس لي زونطرينر الإدارة عطاونا لا شونس
الحمد لله ونشكرهم كاع. On savait que ce match était très important pour l'ensemble des 4 équipes. On devait jouer malgré qu'on avait 4 points d'écart par rapport à cette équipe de l'Borj. Beaucoup de personnes pensaient qu'on n'allait pas jouer à fond. Je pense que l'équipe de Berraqi n'a jamais... c'est pas dans notre culture de justement de lâcher des matchs. Même si, disons que le Borj et peut-être Intouta sont beaucoup plus prêts pour prendre ce titre. Nous, on est en attente derrière, on fait nos matchs convenablement et voilà, on verra à la fin. À la fin justement de ce championnat s'annonce palpitante. Comment imaginer la suite de ce championnat en sachant que les autres équipes aimeraient également décrocher le titre? Moi, avant de parler de ça, je voudrais revenir sur cette rencontre pour dire que ce match a failli dégénérer. Tout d'abord, le choix de la paire d'arbitres, qui a été contesté par les deux équipes. Le choix qui a été fait, donc ils ont été dépassés. Ils n'avaient pas le niveau de l'enjeu de cette rencontre. Ensuite, et ça c'est depuis le début de la saison, c'est l'absence des membres fédéraux lors des matchs. Je fais toutes les semaines des matchs. C'est vrai qu'on nous ramène un délégué, que ce soit le DOS, soit un ancien arbitre, mais les membres du bureau fédéral qui, dans un match pareil, devraient être là pour donner une certaine ampleur à cette rencontre et pour éviter qu'il y ait des problèmes, ne sont jamais présents. Comment peut-on être dans un bureau fédéral et ne pas assister aux rencontres du championnat? Et qu'ensuite, s'il y a des réserves qui se font, on va prendre des sanctions, on va statuer sur des choses qu'on n'a pas vues. Ça, c'est le carton rouge que je donne et que tout le monde reproche à cette fédération. On n'a jamais vu ni le président ni ses membres dans une salle, si ce n'est le jour des finales où il y a le ministre qui vient. C'est une belle affiche. Absolument. Ensuite, ce match-là, je pense qu'on a trop mis la pression sur le Borj. Borj, c'est une équipe de jeunes. Elle a enlevé tous les anciens. Elle a ramené des jeunes de Djmila. Djmila, je le redirai à chaque fois, qui fait de l'excellent travail. Ils ont ramené 5 jeunes de Djmila. Et ils ont ramené l'entraîneur Badis qui est de Djmila. Et ils se sont retrouvés par la force des choses en tête du classement. Il ne fallait pas leur mettre de la pression. Parce qu'au début, ils disaient on ne s'attendait pas à ça. Ils ont mis trop de pression sur ces jeunes. Attention, attention, attention. Donc ils sont rentrés tétanisés un petit peu face à cette équipe de Berraqi qui elle aussi voulait gagner. Et ce qui a fait que Berraqi a pris dès le départ, a pris un écart qu'elle a su gérer. Après la sortie de Hadj Sadok, on pensait que le match allait être plié, puisque c'est la pièce maîtresse en ce moment. Et pour moi, c'est le meilleur joueur en ce moment en Algérie. Et on a fait rentrer 2 jeunes. Celui que vous avez vu, Mohamed Radek, et puis un autre, dont on avait parlé déjà il y a deux semaines, et c'est eux qui ont fait la différence à la fin et qui ont fait gagner ce match. Donc ça relance le championnat, mais maintenant, il faudra faire attention. Il va y avoir un match explosif à Borj Barerj. Borj contre JSP. Le choix de la paire d'arbitres, la présence des membres fédéraux, beaucoup de choses doivent être prises en charge. Je donne l'avertissement dès maintenant, parce que je sais comment ça va se dérouler. Et certainement, vous donnerez un carton vert s'il y a un bon choix des arbitres et la présence des membres fédéraux. Et je pense qu'on ira pour faire le match là-bas, pour faire ce match, parce que c'est un match qui vaut la peine de... Très bien. Séduit donc par Hadj Sadouk et ces jeunes qui composent l'équipe de Berraqi et même l'équipe de Borj Bouaïdj. Vous avez questionné à la fin du match Karim Bechkour, qui est un technicien algérien de valeur, et il a répondu concernant ces joueurs qui doivent absolument se diriger vers un autre championnat plus performant. On l'écoute. Honnêtement, si la situation reste telle qu'elle, il vaut mieux que ces joueurs trouvent un autre championnat. C'est des joueurs comme Hadj qui a énormément de qualité. Il est en train de le confirmer de match en match. C'est un joueur que j'espère pour lui qu'il aille très très loin, comme Ayoub Abdi qui joue à Grenoble, qui fait un excellent championnat cette saison. Pour lui et pour tous les autres jeunes joueurs, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah pour Hadj Sadouk et les autres joueurs. Un avis, M. Derouaz, sur les jeunes qui montent? Oui, d'abord. Vous avez découvert lors du mondial moins de 21, non?
Absolument, et également celui de moins de 19 ans. Il y avait aussi des joueurs de grand talent qui ont joué le championnat du monde de Géorgie, et malheureusement qui ont été abandonnés ensuite, puisqu'on n'a pas retrouvé l'équipe U21 qui aurait dû faire la continuation de celle des U19, c'est normal. Pour la CAN. Moi, je voudrais revenir et appuyer ce qu'a dit Nordin, parce que finalement, ce qui ressort de ce qu'on dit depuis le début, c'est cette énergie, cet enthousiasme qui existe au niveau des groupes qui utilisent des jeunes joueurs, qui ont faim, et c'est cet enthousiasme, cette énergie qui fait la différence avec des joueurs peut-être de meilleure qualité, en valeur absolue, comme ceux qu'il y a au GSP ou bien à Ain Touta, mais avec donc cet aspect psychologique qui toujours non seulement compense, mais finalement arrive à prendre le dessus. Donc je salue ce qui se passe donc, au niveau à la fois de Bosch Bouharij, dont je n'ai pas parlé moi tout à l'heure et Nordin m'a bien repris ici, et l'équipe de Barraki. Et finalement, le travail est fait pour la fédération, pour normalement rassembler cette énergie et avoir une équipe nationale capable de donner au handball algérien ce que tout le monde attend. Alors justement, vous parlez d'équipe nationale, ça tombe bien puisqu'on va aborder cet aspect très important, une année très importante, 2019, puisqu'elle intervient à une année des Jeux Olympiques et à 2 années des Jeux Méditerranéens que nous organisons, et elle est également importante puisqu'il y a les Jeux africains. Nordin Hani s'est rapproché de Karim Bechkour pour avoir son avis surtout sur l'urgence de regrouper de nouveau les joueurs internationaux en prévision des Jeux africains. Voici sa réponse. Je pense que la mise en veilleuse de cette équipe nationale qui n'a pas, depuis les Jeux méditerranéens, et on attend la nomination d'un entraîneur, on attend la nomination d'un directeur technique, tout est dans, je sais pas, on refait les mêmes erreurs. On n'apprend pas de nos erreurs. On verra au mois de juin, il part d'Alain Porte. Sinon, honnêtement, si encore une fois on participe pas, ne serait-ce avec les moins de 21 ans pour ces Jeux africains, ça veut dire que l'handball algérien va très mal. Voilà, Karim Bechkour qui a bien résumé la situation. Les gens qui dirigent le handball actuellement font partie de la famille du handball. Alors, question, monsieur Deloise, pourquoi ils campent sur cette position et n'installent pas une DTN, ni un DTN, et ne reprennent pas du service avec l'équipe nationale? Non, je crois d'abord que quand on dit les gens qui dirigent la fédération, en fait, la fédération n'est pas dirigée. Diriger, ça veut dire d'abord, on l'a dit tout à l'heure, avoir une stratégie, avoir des objectifs. Or, apparemment, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stratégie, et donc il y a le vide absolu. Je voudrais juste rappeler que le président de la fédération actuelle était dans le mandat 2009-2013 secrétaire général, mais c'est en fait lui qui dirigeait la fédération. À l'époque, il n'y avait pas de DTN. Et à la question d'un journaliste à l'époque, pourquoi il n'y a pas de DTN, sa réponse avait été, c'est parce qu'il n'y a pas de bureau pour le DTN. Donc c'est vous dire l'importance qu'il accorde à la fonction. Alors pour lui, c'est normal qu'il n'y ait pas de DTN. Est-ce que des gens qui sont élus pour une responsabilité de gestion de la fédération peuvent faire le travail d'un DTN? Non. Et ils ne peuvent pas être acceptés en tant que tels par leurs pairs, à savoir tous les entraîneurs qu'il y a sur le terrain. Et donc, il y a une grosse lacune, un gros vide, et il est donc normal que l'on se dirige d'une compétition, de la fin d'une compétition à une autre, sans équipe nationale. Ce que vient de dire Karim Bechkour, tout le monde donc le sait. Il y a absence d'équipe nationale, hibernation comme on dit chez les filles, il y a hibernation chez les seniors,
garçons, il y a hibernation chez les U21, il y a hibernation chez les U19, de compétition en compétition. Et les U17 qui viennent, par exemple, qui auraient pu être le starter pour la nouvelle élite, ils ont participé à un championnat maghrébin et tout de suite derrière à un championnat méditerranéen au Caire. Ils ont participé à ces compétitions avec moins d'une semaine de préparation. Alors qu'il y avait eu juste avant des vacances scolaires. Est-ce que c'est pas criminel de ne pas rassembler une équipe de U17? On a entendu dire des fois qu'il y avait un argument économique, que la fédération n'avait pas les moyens financiers. Je vous assure que cette équipe nationale peut être prise en charge dans les 48 wilayas par les directions de la jeunesse et des sports sans que la fédération n'ait à mettre un dinar. Donc c'est une volonté délibérée qu'il n'y ait pas d'équipe nationale et le handball algérien le paye. Alors c'est vrai qu'il faut crier au secours pour les individualités qui émergent et voir s'il est possible qu'ils aillent jouer à l'étranger pour les sauver. Enfin, vous le dites... Et c'est le cri de tous ces jeunes joueurs. Et tous les techniciens, quand même. Les techniciens, ils sont là pour entraîner, mais les joueurs, c'est eux qui font l'équipe nationale. Donc ils sont déçus de ne pas... On a écouté Benmeni hier. Benmeni hier, et ces jeunes qui étaient en équipe nationale U19, qui ont fait un petit stage pour aller faire un championnat du monde, et qui depuis... Ils s'attendaient à monter, à faire les autres équipes nationales et qui ne font pas les équipes nationales. Et on les appelle une semaine avant une compétition. Et voilà le résultat. On se fait battre par le Gabon. Benmeni m'a raconté hier. Ce n'est pas un problème de niveau chez les Gabonais. C'est un problème où l'équipe nationale s'est rencontrée une semaine avant la compétition. Il y avait de nouveaux joueurs injectés. Au lieu, il fallait prendre l'ancienne équipe nationale qui avait déjà des automatismes et tout. On ramène des jeunes joueurs qui n'ont pas d'automatisme. On ne peut pas former une équipe nationale. Il est là pour nous le dire. Pour former une équipe nationale, il ne l'a pas formée en une semaine. Des années de dur labeur. Vous savez, je m'excuse, je vais vous couper la parole. Si ce studio pouvait parler, tout ce qu'on est en train de dire a été dit ici. Il a été dit dans tous les studios des médias algériens, télévision, radio et presse écrite, etc. Et on tourne en rond. Parce que, au premier chef, les membres de l'Assemblée générale ne jouent pas leur rôle et n'utilisent pas leur prérogative de sanction, qu'elle soit positive ou négative, vis-à-vis des gens qu'ils ont élus. Et c'est pas dû à l'absence des techniciens de l'Assemblée générale ? Oh non, pas forcément. Écoutez, ça c'est une vieille histoire qui revient toujours, bien sûr. Vous y croyez ou pas ? Non, je n'y crois pas, parce que normalement, des gens responsables et qui peuvent avoir le titre de président de club ou de président de ligue doivent assumer leurs responsabilités. Alors vous savez, si l'on devait faire l'historique de ce dont vous parlez, il faudrait une émission spéciale. Moi, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Comment se fait-il que l'Assemblée générale, en 1999, ait évolué pour que les techniciens en sortent? Ça ne veut pas dire que des techniciens qui ont dirigé certaines fédérations ont été à la hauteur puisqu'ils ont détruit leur propre fédération. Très bien. Voilà la réponse de M. Derouas, des fois au fait que les techniciens sont absents. Quelque chose à dire peut-être ? Non, dans le raisonnement, c'est vrai. Mais on a vu que les présidents, les membres de l'Assemblée générale, c'était des présidents de clubs, donc qui prenaient en otage le président de la fédération. Et il est arrivé, ce monsieur, à vouloir faire un championnat de 29 clubs. C'est 29 voix. Donc, chaque membre de l'Assemblée est une voix. Et celui qui veut donner sa voix, il demande une contrepartie. Donc, soit être membre de l'Assemblée, membre du bureau fédéral pour voyager, ou alors des championnats avec autant d'équipes. Oui. Et le résultat, il est là. Le résultat est là. C'est clair que c'est le statut des fédérations qui est aujourd'hui le responsable de la situation que nous vivons. Une des responsabilités de la situation que nous vivons. C'est clair qu'il faut qu'il soit refait, ce statut, ces composantes des assemblées générales. Ça, c'est clair.
Merci, Vas-y, monsieur pardon, Deloise. juste une dernière chose. juste Est-ce pour que tu passer- trouves normal qu'un président soit élu seul et les membres du bureau seuls? Avant, c'était un président qui ramenait son bureau. Ça dépend. Il peut y avoir différentes formules. L'essentiel, c'est que les gens qui composent cette Assemblée générale soient des gens capables D'assumer leurs responsabilités. de participer à l'élaboration d'une stratégie et de jouer leur rôle. Aujourd'hui, qui est président de club? Donc Ça aussi, c'est une la autre question elle qu'il est faut posée poser. Et pourquoi nous en sommes là? Qui est président de ligue? La Ligue d'Alger, on n'arrive pas à avoir un président de club depuis un président de ligue depuis combien de temps? Oui. Voilà. Et alors que la Ligue régionale, on a un président qui est là depuis 40 ans. Exactement. Nordine Hanni, le débat est passionnant avec vous, avec M. Deloise, bien évidemment. Il faut y consacrer une émission de débat. Là, nous parlons d'actualité, mais de temps à autre, on passe à ce qui est lié à l'actualité, dont un petit peu la stratégie optée par l'actuelle fédération. Et ça serait bien qu'on ait le son de cloche des dirigeants. Vous n'avez pas ce mot? Alors, président de fédération, on va essayer de l'avoir. L'année dernière, juste après les championnats d'Afrique, c'était difficile de l'avoir. Et c'était difficile de le contacter. C'est juste pour défendre sa politique. Si vous voulez qu'il vienne, il faut changer de consultant. Quelqu'un d'autre que Nordine Hanni. Nordine Hanni, il restera notre consultant puisqu'il fait très bien son travail. Et même les techniciens sont toujours d'accord avec lui, même quand il s'agit d'un ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout à fait. Voilà. Nordine Hanni, vous avez l'aval de M. Deloise. JS Saoura, il s'est au Orgla pour le bas du tableau cette fois-ci, entre le 6e et le 7e. Deux équipes qui avaient déjà assuré leur maintien en se qualifiant pour les playoffs. Donc à ce moment-là, certains clubs enlèvent des joueurs pour ne pas les payer et tout. Donc ils ont assuré le maintien, c'est ce qui les intéresse. C'est un match sans aucun intérêt. 29-22 en faveur de la JS Saoura qui remporte ce derby du Sud. C'est déjà bien qu'on ait des équipes du Sud dans ce palier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sûr que c'est bien qu'on ait des équipes du Sud dans ce palier, mais Norden vient d'ouvrir une parenthèse vraiment importante. On ne devrait pas vivre ces situations où des clubs recrutent avec des moyens financiers que d'autres n'ont pas et ensuite abandonnent leur engagement moral vis-à-vis de ces joueurs, vis-à-vis de leur public, vis-à-vis du handball national, en arrêtant de payer les joueurs puisqu'ils ont assuré leur maintien. Et c'est pas normal parce que ça fausse la compétition, ça fausse le spectacle. Oui. C'est pas bien. Donc il faut trouver un moyen que les choses fonctionnent autrement. C'est pour ça que j'ai ouvert la parenthèse tout à l'heure sur ce professionnalisme que l'on espère vraiment de tout cœur. Très bien. Les résultats complets de cette 6e journée du tournoi Play-off de la division Excellence et on se retrouve juste après. Play-off et Play-down. Hein. Les playdowns, s'il vous plaît, on va les découvrir dans un tout petit instant, le temps d'avoir l'avis de M. Deloise sur ces grands clubs formateurs qui végètent dans les profondeurs du classement playdown, à l'image d'El Biar, El Harrouch et Saïda. Avant d'arriver là, je voudrais quand même saluer la présence en play-off de l'équipe de Al-Naba et la constance dans le travail de l'équipe de Skikda. Certes, ils sont 7e et 8e, je crois, oui, 7-8, voilà, du play-off. Mais ce sont deux équipes qui donnent